يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, vous qui êtes fidèles au rendez-vous économique d'Al24 News, bonsoir, merci de nous rejoindre dans les pros de l'écho où nous allons parler start-up en Afrique à l'occasion de la tenue de la deuxième conférence sur les start-up africaines ici en Algérie. Un événement devenu en très peu de temps un vrai carrefour pour les porteurs de projets, les experts, mais également les décideurs qui se croisent depuis 3 jours pour échanger et débattre de toutes et abattre toutes les cloisons qui se dressent autour du présent et de l'avenir de la start-up africaine. Une conférence qu'abrite l'Algérie au regard de l'importance capitale que le pays accorde désormais à ce maillon si spécial du tissu économique et sur lequel beaucoup voient énormément d'espoir s'emplacer. Alors, et comme de coutume, nous allons durant 1 heure de temps parler des défis, des opportunités, mais également de ce qui reste à faire au niveau continental pour permettre aux start-upers de prendre pleinement leur envol et disposer d'eux-mêmes. Les start-up en Afrique, un train qui n'attendra personne. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Un très riche plateau nous permettra justement aujourd'hui de débattre de ce thème. J'ai le grand plaisir d'accueillir Ali Badini, directeur général de Credit Access. Vous nous venez de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Bienvenue en Algérie. Merci. Depuis Paris, Rami Zemouchi, fondateur de Aldigit et consultant en innovation, sera également avec nous en direct par Skype. Rami Zemouchi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci Khairdine pour l'invitation. Merci d'être aujourd'hui avec vous dans cette émission. Tout le plaisir est pour nous, Rami Zemouchi. En deuxième partie d'émission, nous serons rejoints par Farid Arab, entrepreneur et fondateur de Food Funds, et de Chris Kwasi Coxon, membre du board de Founder Family, qui viendront nous rejoindre ici. Alors sans plus tarder, Rami Zemouchi, on commencera ce débat avec vous. Peut-on déjà, comme ça d'emblée, pour planter le décor, parler d'un modèle africain de start-up ou d'une culture africaine de start-up? Le cas échéant, quelles en seraient ses principales ou leurs principales caractéristiques? Alors oui, je pense qu'on peut déjà parler d'un modèle africain de start-up, surtout que durant la dernière décennie ou un peu plus, on a vu émerger des start-up africaines qui avaient du sang africain, qui avaient une manière de faire qui était différente de ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs en Asie. On a vu une très grande, un grand développement des startups africaines, notamment dans des domaines dans lesquels c'est primordial d'avancer, notamment les fintech qui prennent une très grande partie des nombres de startups africaines, que ce soit en nombre ou en montant levé, notamment dans les levées de fonds qu'on a déjà vu dans plusieurs pays africains. On parle au Nigeria, au Kenya, en Égypte et même en Algérie, on a vu des secteurs comme la fintech, comme le e-commerce, comme la logistique, qui attirent énormément des fonds, et donc parce que c'est intéressant, et donc les Africains utilisent ce genre de services, et surtout que l'infrastructure qui se développe d'une manière assez importante et très impressionnante ces 20 dernières années, ou un peu plus, fait que les gens ou les entrepreneurs investissent plus dans ces secteurs-là. Et on remarque aussi une avancée qui est très rapide, en mode leapfrog, où on n'a pas besoin vraiment de passer toutes les étapes qu'on a passées aux États-Unis, Oui. ou on peut aussi en Europe, et de réaliser des sauts assez impressionnants et de les voir sur le terrain comme des startups qui fonctionnent bien et des startups qui arrivent à lever des fonds et attirer des capitaux étrangers. Très bien, Rami Zemouchi, merci pour cette entrée en matière. Même question, Ali Badini, vous qui êtes africain, pensez-vous qu'il existe un modèle africain des startups ou une culture africaine des startups, et quelles en seraient les principales caractéristiques aujourd'hui? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez, donc à l'effet d'échanger sur l'environnement des startups. Il faut dire que répondre à la question voudrait tout de suite dire, d'accord, que l'innovation a des frontières.
Frontière africaine, frontière européenne, frontière occidentale, de façon générale. Donc la réponse est non. L'innovation n'a pas de frontières. On va plutôt parler de dynamique africaine, d'écosystème africain qui contribue à créer un environnement favorable pour le développement des startups. Et c'est en cela que je salue l'initiative de l'Algérie, qui réunit à sa deuxième édition un ensemble d'acteurs qui contribuent au développement des startups d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, d'un point de vue captation d'investisseurs, d'un point de vue définition de la chaîne de valeur. Et tout cet écosystème-là, ma foi, réuni dans un cadre de sommet, de conférence sur 2-3 jours, est l'occasion rêvée pour créer cette dynamique, pour impulser cette dynamique africaine, tenue bien évidemment par un certain nombre de pays qui ont le lead, comme l'Algérie. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Après, quelles sont les spécificités d'une start-up africaine? On va parler maintenant de définition de la valeur. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi le modèle? C'est quoi la création de la valeur? Et là, on parlera de services qui se distinguent. On parlera de services qui se singularisent par rapport à ce qui est offert par des start-up d'autres continents. Et pour moi, ici, l'idéal, c'est que les start-upers africains puissent créer de la valeur qui est consommée par des consommateurs africains. Alors, Ali Badini, vous assistez depuis 2 jours aux travaux de la conférence sur les startups africaines ici à Alger. De quoi parle-t-on dans les panels? Qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention, votre curiosité comme thématique principale? Le panel a 3 dimensions. Je vais le stratifier en 3 dimensions. Il y a une première dimension qui réunit des ministres, dont la fonction est dédiée aux startups, à l'économie numérique. Donc, on a plusieurs ministres de plusieurs États subsahariens, même du Maghreb, qui sont présents, qui font des communications. L'idée étant d'homogénéiser leurs pratiques en matière réglementaire. L'idée étant de se doter d'un Startup Act pour homogénéiser toutes ces pratiques-là, à l'effet de permettre aux startups de se développer dans un environnement sain et un environnement propice, à l'effet aussi de concurrencer d'autres startups, mieux de lever des ressources importantes en capital ou en dette pour leur permettre d'y aller. La deuxième dimension, et là c'est très important, ce sont les communications, ce sont les panels, ce sont les conférences. On a l'occasion d'écouter des experts venus du continent, qui vont au-delà du continent et qui donnent un certain nombre de solutions, un certain nombre de clés pour emmener ces start-upers. Et c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter l'ensemble de ces promoteurs africains qui ont fait le déplacement. Certains sont venus d'eux-mêmes, certains ont été appuyés par l'initiative Africa Venture pour leur permettre justement de s'enquérir de bonnes expériences, de bonnes pratiques. Et la troisième dimension, vous l'aurez deviné, c'est de faire du networking, essayer de se frotter avec d'autres startups algériennes. Vous savez que l'Algérie qui lance cette initiative, qui est une première d'ailleurs, donc c'est quand même 500 millions de dollars qui sont destinés au développement des startups en Algérie. C'est quelque chose d'inédit, aucun pays africain d'Afrique subsaharienne le fait déjà. Et pour moi, c'est quelque chose qui est à saluer, c'est une initiative à encourager. Elle est à sa 2e édition. Vivement qu'elle perdure dans le temps. Très bien, merci Ali Badini. Alors, Ramiz Mouchi, au vu de l'engouement justement autour de la start-up auquel nous assistons depuis quelques années déjà en Afrique et ici en Algérie, comme Ali Badini vient de le rappeler, pensez-vous qu'il soit temps d'annoncer un véritable pacte pour la start-up africaine ou un start-up act à l'africaine comme il plairait de dire du côté de la Silicon Valley? Alors, si on regarde un petit peu le développement de l'écosystème africain en termes de start-up, on va voir que différents pays ont avancé de différentes manières et sur différents sujets. On va voir aussi des pays qui attirent un peu plus de capitaux que d'autres. On va voir aussi des entrepreneurs qui sont un peu différents que d'autres, ça dépend des pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cadre juridique qui aussi devrait être qui est déjà différent des pays, c'est très normal, notamment dans certaines régions où il y a un cadre juridique qui est dédié à plusieurs pays en même temps, notamment je parle de l'Afrique francophone. Et je crois que le Startup Act qu'on a déjà en Algérie et qui existe déjà dans d'autres pays pourrait peut-être être avoir le but
déjà, avant de le faire, c'est qu'on se dit pourquoi faire ça? Parce qu'on a envie que les startups africaines puissent se développer et puissent avancer Se ensemble. développer Et que ensemble, voilà. oui, et que ce cadre-là juridique va donner une facilité et une possibilité plus intéressante pour que ces acteurs-là, notamment des startups qui réussissent, qui veulent aller dans d'autres marchés, commencent par les marchés africains, notamment en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, ou d'autres régions qui pourraient être plus intéressantes pour elles, hein, avant d'aller déjà peut-être à d'autres marchés, notamment européens ou américains ou autres. Donc je crois que la question à poser maintenant, c'est de voir un peu à quel point les startups africaines peuvent travailler et peuvent intégrer d'autres marchés africains, comment ces pays-là, ces derniers-là, peuvent aussi avoir des business qui seront présents dans plusieurs pays africains et de voir un peu comment ça fonctionne et de voir un peu les choses en commun que nous possédons et les choses aussi qui sont différentes et voir comment ça pourrait bien fonctionner. Et je pense que c'est totalement possible parce que déjà, il y a un bon nombre d'entreprises africaines et de startups africaines qui peuvent se voir un peu agir dans d'autres pays. Et ça permettrait peut-être d'avoir une meilleure vision si déjà le travail qui a été fait pendant cette conférence-là, de réunir des responsables politiques, des responsables Oui. dans le numérique et dans le monde des startups pour voir un peu comment ça se passe dans ces différents pays-là et essayer de coordonner, mais aussi surtout une bonne occasion pour que les entrepreneurs, c'est eux les rockstars, c'est eux les champions, pour se rencontrer ici à Alger et discuter un peu et voir quelles sont les opportunités qui se trouvent dans les différentes parties de ce grand continent et surtout en Algérie qui maintenant accueille un très grand nombre de responsables africains et d'entrepreneurs africains qui pourraient penser à faire le cap, à faire le cap et passer en Algérie peut-être parce que voilà, c'est un endroit où c'est un marché qui commence à attirer de plus en plus de startups étrangères et africaines notamment, mais surtout des startups qui souhaitent intégrer ce marché-là, qui vont pousser un peu à une avancée plus rapide, hein, parce que voilà, en Algérie, on a vu dans les dernières années que les choses avancent d'une manière très très rapide, Oui. hein, quelque chose qui a commencé depuis 2020 seulement, mais on commence déjà à voir peut-être des réalisations et des entrepreneurs et un esprit, une culture d'entrepreneuriat, de start-up qui est très très nécessaire et qui va peut-être dans les années à venir avancer beaucoup plus rapidement et réaliser d'autres succès, hein, si je puis dire ça, si je puis me permettre de dire succès, et d'aller au-delà de ce qu'on voit maintenant. Rappelons, Ramiz Mouchi, que cet engouement que vous décrivez est accompagné en Algérie par une sorte de volonté politique depuis 2020, comme vous l'avez si bien rappelé, avec la création d'un ministère dédié aux startups, dirigé par un jeune qui est le premier porte-drapeau justement des startups et des entrepreneurs algériens. Parlons de cet écosystème également avec vous, Monsieur Badini, chez vous. En Côte d'Ivoire, l'écosystème des startups connaît un essor majeur dans toute l'Afrique de l'Ouest, pas seulement en Côte d'Ivoire. Alors pour le conforter, certains pays, comme le vôtre, réfléchissent à mettre en place un cadre juridique adapté, une condition que les experts disent actuellement sine qua non pour le développement de ce secteur. Pouvez-vous nous parler de l'environnement dans lequel évoluent ces startups chez vous en Côte d'Ivoire? Alors, on va dire que l'environnement est favorable. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire, comme vous n'êtes sans doute pas donc, en mesure de l'ignorer, connaît une forte croissance, oui. Croissance économique, croissance inclusive. On a des initiatives locales qui permettent le développement de start-up. On a le PAC donc, lié au développement des start-up, donc, qui est une initiative du ministère de l'économie numérique. Et les start-up se développent bien. On a des initiatives qui leur permettent de disposer donc, de capital, des initiatives qui leur permettent de disposer de dettes à travers un guichet unique qui a été mis en place pour accompagner les PME. Mais avant d'être PME, on passe par on va dire, cet étage de start-up. Et pour nous, c'est très important. Parce que quand une start-up commence par une idée de projet et que tout de suite, elle est prise en charge par une initiative locale, aujourd'hui, on parle de GUD. Le GUD qui est un guichet unique qui permet donc à des premiers promoteurs
d'accord, de bénéficier d'un encadrement juridique, légal, de pouvoir créer rapidement une entreprise en moins de 72 heures, en moins d'une semaine, et puis de pouvoir aussi bénéficier tout de suite d'un accompagnement en matière de structuration, en matière de développement de capacités, et tout cet écosystème-là, tout cet environnement donc, permet aux startups d'évoluer. Cela dit, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est clair, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les startups ont besoin d'aller vers des établissements dédiés qui leur permettent de capter des ressources en capital. Et ça, c'est primordial. C'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. Quand on a le capital, après, il faut faire face à un certain nombre de tendances lourdes pour pouvoir mieux structurer sa structure, pour pouvoir mieux capter des marchés, avoir accès à un certain nombre de marchés, et c'est en cela que la Côte d'Ivoire justement se distingue, parce qu'il y a une disposition légale qui oblige les grandes entreprises à sous-traiter au moins 30% donc, des marchés qu'ils ont avec des sous-traitants, qu'ils soient promoteurs comme des startups ou non. Donc il y a une dynamique qui se crée et elle favorise le développement petit à petit des startups. Alors, ami Zemmochi, vous qui connaissez bien l'environnement justement des startups en Algérie, pour y avoir travaillé, dites-nous comment l'Algérie pourrait-elle réussir, selon vous, donc s'emparer de mettre ces structures économiques si sensibles aux changements exogènes, à devenir le cœur battant de l'économie, tout comme le souhaite le gouvernement algérien. Et comme nous le souhaitons tous, parce que pensons que l'économie du numérique et l'économie du savoir va être leader partout. Et déjà, on le voit ailleurs, que les leaders maintenant, c'est les big tech, les GAFAM, etc., qui maintenant possèdent le pouvoir sur un bon nombre de choses. Et pour revenir à l'Algérie, c'est vrai que j'ai passé un bon moment en étant dans l'écosystème, en travaillant avec plusieurs entrepreneurs, avec aussi des acteurs publics, notamment comme l'ASF, qui est le fonds public dédié. C'est le premier fonds VC, Algerian Startup Fund, pour financer justement le fonds public pour le financement des startups. Exactement, qui en 2021. Qui joue un rôle très important depuis sa création en octobre 2020, mais il a commencé à financer des projets durant l'année 2021, qui déjà a un portefeuille assez varié de startups, qui certaines commencent à devenir de plus en plus actives et qui réalisent des chiffres d'affaires peut-être pas énormes, mais qui sont dans une courbe de croissance qui devient de plus en plus intéressante. Il y a aussi un nombre de startups qui sont dans les services et qui a un grand défi, notamment la culture, parce que parfois il y a des services qui sont nouveaux, notamment quand on parle de paiement électronique ou certains produits en SaaS, donc des software as a service, qui sont consommés notamment par des particuliers ou par des professionnels. Et donc il y a un défi que ces jeunes-là sont en train d'essayer de relever d'une manière différente, de plusieurs manières, notamment quand on parle de certains business qui sont quand même assez difficiles, quand on parle de digitalisation de certains process. Et je pense que c'est une question de temps avant que ces défis-là, qui sont maintenant importants, deviennent de moins en moins impactants et donc de moins en moins bloquants. Et ça permettra à un grand nombre d'entrepreneurs algériens de pouvoir accéder à ce marché-là. Et c'est pour ça que moi, je les appelle les champions, c'est parce que c'est des entrepreneurs qui là maintenant ont décidé d'attendre, parce que ça prend du temps, vous voyez, quand on lance une start-up, on ne devient pas millionnaire l'année à venir, mais on attend, il y a une courbe de croissance. Au bout de 3 ans en général exponentielle, qui parfois n'est pas exponentielle, et donc ça nécessite une certaine patience, une certaine agilité. Beaucoup parce de que travail, mes Zemmochi. On adapte le produit au marché, on adapte certains services, et donc on fait des efforts qui sont très très continus et qui dépendent du marché, parce que c'est la première source de développement, c'est la première inspiration pour développer ces produits-là, notamment quand c'est des produits purement digitaux, donc c'est des produits en ligne, donc des choses qui peuvent être consommées seulement en ligne. Et pour résumer un petit peu, je pense que ce qui a été fait pendant ces 3-4 dernières années a été très très important, notamment quand on parle de sensibilisation, sensibiliser le marché et le préparer. La prochaine étape va être, à mon avis, de plus en plus simple une fois que le marché sera bien éduqué et qu'une fois que le marché sera bien prêt pour ces produits-là. Et là, on verra encore un plus grand nombre d'entrepreneurs. Vous savez, en Algérie, on a besoin de plus d'entrepreneurs.
Et c'est pour ça que il faut encourager plus d'Algériens, notamment de jeunes Algériens, pour créer des entreprises, pour essayer, parce que parfois même la première entreprise peut ne pas fonctionner, mais la deuxième, la troisième pourrait. Et c'est un marché il y a énormément de choses à faire, il y a énormément d'opportunités, et surtout que il suffit juste de voir un peu le sujet ou le domaine. Qui nécessite, qui a un besoin, parce qu'un startupper, pardon, est quelqu'un qui trouve un besoin, c'est pas quelqu'un qui crée une entreprise juste comme ça ou qui fait de l'associatif, hein. Il trouve un business, il trouve un besoin, il crée une structure et il fait un produit ou un service qui va s'adapter avec le temps. Et donc, le passage vers une économie dans laquelle les startups sont l'essentiel, c'est peut-être pas pour tout de suite. Oui. Ça prendra peut-être quelques années, hein. C'est un projet à moyen long terme, nous ne le cachons pas, donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, comme vous le dites. Exactement. Et donc, mais le chemin que nous voyons, le cap, la stratégie, là où on veut être en 2030 ou en 2040 ou en 2050, hein, parce qu'on doit parce que c'est des projets qui prennent beaucoup de temps, et peut-être celui qui devrait être, c'est la chose qui est la plus importante maintenant. Et après, tous les jeunes entrepreneurs et tous les pouvoirs publics devraient continuer à devraient continuer à être dans cet objectif-là. Voilà. Très bien, merci Rami Zemouchi. Alors, Ali Badini, il y a cette question à laquelle vous aviez fait référence, celle du financement pour les startups comme étant le nerf de la guerre. Alors, vous avez énuméré quelques-unes des manières qui permettent aux start-upers de se financer chez vous en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi le rôle du secteur privé qui reste assez important. Comment fait-on lorsqu'on est start-upper en Côte d'Ivoire pour justement attirer l'attention des entrepreneurs du secteur privé, notamment les grandes entreprises? Écoutez, cette fin d'après-midi m'a permis d'échanger au cours d'un panel, donc avec des experts aussi venus d'ailleurs, sur les modes, on va dire, de financement disponibles pour les startups. Et une question m'a taraudé l'esprit. Justement, quand on est start-up et qu'on a besoin de financement, il faut pouvoir vendre son projet. Et pour pouvoir vendre le projet, il faudra avoir une vision. Et cette vision, elle s'inscrit dans la durée. Voyez-vous? Et tout investisseur est sensible à l'histoire donc, du promoteur. Il faudrait que cette histoire-là tienne. Il faudrait que ce soit une histoire qui puisse perdurer dans le temps. Et donc, nous qui sommes donc, des financiers, d'accord, qui sont des agents à capacité de financement, plutôt, lorsque nous sommes face à des agents à besoin de financement comme les startups, bien évidemment, on doit être sensible à un certain nombre d'indicateurs, de paramètres. Et l'histoire joue pour beaucoup, mais aussi l'analyse quantitative. Parce que celui qui met ses ressources a besoin de s'assurer un retour sur investissement. Le retour sur investissement doit être généré par des flux. Ces flux, c'est de la valeur ajoutée, c'est la capacité donc, de cette start-up à créer de la valeur et à percer un marché. Percer un marché, ça voudrait tout simplement dire qu'elle doit être capable, donc cette entreprise, parce qu'une start-up, c'est avant tout une entreprise, elle doit être capable de pouvoir répondre à des besoins. Et donc, il faut aller vers plusieurs sources de financement selon son business model. Si on s'oriente vers des sociétés de capital risque, en ce moment, on aura besoin donc, de partager son board avec un associé temporaire qui pourrait sortir au bout de 5-7 années. Et là, en ce moment, on va se projeter avec ce partenaire. Il ne faudrait pas croire que cet investisseur vient pour nous arracher le contrôle de l'entreprise. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir un partenaire qui va nous accompagner de bout en bout à développer au mieux son entreprise sur un certain nombre d'activités ou de domaines d'activités stratégiques. Et ça, c'est important. Donc, ne voyons pas l'investisseur comme celui qui vient prendre toute la place, mais voyons l'investisseur en capital risque comme celui qui vient donc s'associer à notre aventure parce qu'il a été séduit par l'histoire initiale. Première chose. Deuxième chose, quand on a du capital, on peut avoir un besoin en BFR. On peut avoir besoin en fonds de roulement, oui. En fonds de roulement, renforcer son cycle d'exploitation. En ce moment, on peut se tourner vers les institutions de microfinance, on peut se tourner vers des banques sur du CMT, sur du crédit court, pour renforcer le besoin en trésorerie. Et c'est en cela que c'est important, parce que
Voyez-vous, lorsque on part vers des institutions de microfinance, par exemple, je dirige Crédit Access, qui est une institution de microfinance, on connaît très bien la philosophie de fonctionnement de ces petites entités. On connaît très bien la philosophie de fonctionnement de ces entités en ce qu'on est capable de reconstituer l'ensemble des flux actuels, mais aussi des flux futurs, parce qu'on développe une relation de proximité avec ces micro-entreprises, ces startups, ces PME-là. Alors, quand on développe des relations de proximité, on est à même de pouvoir adresser un besoin ajusté, un besoin sur mesure à ces entreprises. Donc, pour moi, il faudrait que les startups aillent vers l'entité qui comprend le mieux sa philosophie de fonctionnement, aille vers l'investisseur qui comprend très bien la philosophie de fonctionnement et qui se projette avec soi, parce qu'en définitive, en fin de journée, c'est la rentabilité donc de la start-up qui est mise en jeu, et cette rentabilité ne peut que se faire avec un partenaire sérieux qui s'inscrit dans la durée avec. Aramis Mouchi, comment impliquer justement ce secteur privé qui peut justement générer un capital très précieux et nécessaire lorsqu'on est start-upper et lorsqu'on démarre, on lance son affaire? Comment faire pour devenir attractif auprès des yeux de ce secteur privé? Alors, c'est un sujet qui me passionne, personnellement même, parce que le sujet du financement des startups, donc le capital risque, ou ce qu'on appelle le VC, est un sujet très, très important. Vous savez, en Algérie, les choses se développent un petit peu petit à petit et on commence à changer de mentalité et on cherche à investir dans des entreprises qui créent de la valeur. Donc, on essaie un petit peu on avait l'habitude de faire un peu du commerce, etc. Et donc là, avec l'économie du savoir, on a tendance à vouloir créer de la richesse en créant de la valeur via des entreprises, donc détenues par des entrepreneurs, jeunes ou pas, mais qui travaillent sur un produit, qui ont un service à vendre. Et donc là, ça devient de plus en plus intéressant d'attirer ces capitaux-là. Mais le problème, c'est que la majorité des gens qui souvent investissent dans des projets classiques s'intéressent un peu plus aux projets qu'ils connaissent eux, ce qui est très normal. Et avec le développement des startups, etc., on commence à voir de nouvelles niches qui attirent ces financements-là. Et petit à petit, il y a une sorte d'éducation financière à ces investisseurs-là qui détiennent le capital, parce que c'est là, comme vous avez dit, c'est le nerf de la guerre, donc c'est le capital, et que ce capital-là, nous, on souhaite qu'il soit injecté dans des projets innovants, dans des projets de l'avenir, dans des projets qui créent de la richesse, qui dépassent le fait de vendre et acheter, etc. Chose qui tout à fait légitime pour ceux qui ont toujours fait ça, mais dans ce secteur-là, on a besoin de capital. Et souvent, ce capital-là prend du temps avant d'arriver à ce qu'on appelle le break-even et donc par la suite d'être rentable et puis faire un exit via la bourse ou via une vente à un grand groupe. Et maintenant, ce défi-là ne se retrouve pas seulement chez les institutionnels qui, eux, encouragent les privés à investir, mais surtout chez les entrepreneurs qui doivent savoir proposer, savoir se vendre, savoir vendre leurs projets auprès de ces investisseurs-là. Que ce soit institutionnels, donc notamment des entreprises publiques ou privées qui peuvent prendre part de ces projets-là. D'où l'importance, excusez-moi Aramis Mouchi, d'où l'importance l'idée qu'ont eu certains porteurs de projets de lancer justement des plateformes de networking, de réseautage censées justement plutôt rencontrer justement les porteurs de projets, les potentiels financeurs. Exactement. Et faire ça, et surtout travailler sur la culture, travailler sur le fait de sensibiliser ces porteurs de projets pour mieux vendre leurs projets auprès de ces investisseurs privés ou professionnels, et surtout aussi de parler à ces investisseurs et de leur dire The next thing is happening here. Ça veut dire que ça se passe là maintenant. Ça se passe dans des projets innovants, ça se passe dans des projets de l'avenir, ça se passe dans la technologie, parce que dans 10, 15, 20 ans, tout sera autour de la technologie. Et c'est là où c'est la responsabilité de tout le monde. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème. C'est-à-dire qu'on parle d'écosystème dans lequel il y a des acteurs différents. Chacun a un impact différent. Donc les investisseurs qui sont là en train de chercher les pépites et les futurs licornes, les futurs Google, les futurs Amazon, etc. Il y a les porteurs de projets qui, eux, détiennent le projet-là et qui souhaitent avoir des partenaires parce qu'ils en ont besoin. Pas que pour le financement, mais aussi pour l'accompagnement. On trouve les incubateurs, les accélérateurs qui, elles, accueillent ces projets quand ils sont dans le début, etc., pour les aider à avoir, pour les former, pour les coacher, pour les aider à mieux établir leur BP. Et on a aussi les acteurs institutionnels, donc les universités, les entreprises privées. Donc tout ça, ensemble, pourrait réaliser quelque chose d'intéressant.
Très bien, Rami Zemouchi, faire converger, donc converger le mot que je cherchais désespérément, les porteurs de projets, les investisseurs. Petite pause, mesdames et messieurs, avant de revenir au débat, restez avec nous. Retour sur le plateau des Pros de l'écho, chers téléspectateurs, où nous parlons ce soir de start-up en Afrique à l'occasion de la tenue ici en Algérie de la conférence africaine sur les start-up qui a commencé le 5 décembre et qui se poursuivra jusqu'à demain, 7 décembre. Nous en rejoint deux autres invités, deux autres start-upers, si je puis dire. Farid Arab, entrepreneur, fondateur de Food Funds. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Tris Kwasi Coxon, vous êtes membre du board de Founder Family. Merci également d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, monsieur Farid Arab, parlez-nous un peu de votre propre expérience durant ces 2 jours de conférence africaine sur les startups. Qu'est-ce qui a d'abord marqué votre attention, attiré votre attention durant les débats lors de cette conférence? Alors, je dirais, ce qui était peut-être même inhabituel, c'est d'avoir enfin une forme de lieu, d'un tiers-lieu, c'est-à-dire une rencontre de l'écosystème africain sur les startups, mais aussi gouvernemental. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que pour pouvoir établir des startups, il faut des lois. Il faut des cadres juridiques, il faut les autorisations, que ce soit dans n'importe quel pays au monde, des lois sur l'auto-entrepreneur, sur le freelance, des lois qui vont régir le crowdfunding. Ce qui s'est passé, c'est que dans cet événement, participatif, ce qui le rend atypique, c'est à la fois d'avoir des gouvernements qui se rencontrent rarement avec des décideurs, des officiels. Des officiels qui viennent rencontrer des startups pour échanger sur de la régulation. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on vient aussi comprendre en tant que startup quel environnement juridique on va avoir. Parce que quand on est une startup, l'un des premiers risques, il est juridique. Parce qu'on est sur Internet. Donc notre problématique est de savoir quel statut juridique je vais choisir. Est-ce que je vends des actions? Est-ce que j'ai un pacte d'associés? Et à partir de ce moment-là, on va vendre le produit. Mais le CEO, celui qui gère l'entreprise, qui a la vision, son rôle à lui, c'est d'avoir les bonnes données macroéconomiques du pays, même microéconomiques, et se dire, est-ce que légalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir m'installer? Est-ce que je dois avoir un registre de commerce? Et ça, c'est intéressant d'avoir ce mélange. Et puis d'avoir aussi ces particularités où on a tous les écosystèmes africains qui sont présents, de l'Afrique du Sud jusqu'au Kenya, jusqu'au Nigeria. Donc il y a des échanges et on apprend les ouvertures de marché en se disant, tiens, moi ça m'intéresserait, pourquoi pas de faire de l'export. J'ai une start-up. En discutant avec des personnes, quelle est aujourd'hui ta situation dans ton pays? Donc, ce qui est intéressant dans cet événement, c'est la GovTech d'un côté, les startups qui se mélangent et bien sûr la partie VC, Business Angel, où on va rencontrer des Business Angels du territoire africain. Tris Kwasi Coxon, nous le savons, l'âme d'une startup, c'est quand même l'innovation. Mais y aurait-il des expériences sur lesquelles le continent africain peut s'inspirer pour rattraper un certain retard accusé dans le développement de l'écosystème entrepreneurial en général et celui des startups en particulier? Bonsoir. Alors, question effectivement intéressante. On parle souvent de regarder à l'extérieur, États-Unis, Europe, Asie, pour s'inspirer. Mais en fait, on a beaucoup d'exemples sur le continent, en Algérie notamment, mais pas que, d'entrepreneurs en fait, qui travaillent, qui œuvrent. Ensuite, il y a aussi beaucoup de personnes originaires du continent qui travaillent en Europe ou justement dans ces différentes sociétés, qui sont souvent des acteurs en vue et experts dans leur domaine. Et pour ramener à la conférence, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement ces personnes-là revenir le temps d'une conférence, ou voire des fois de revenir dans les différents pays pour pouvoir partager leurs connaissances, les expériences, mais aussi pour pouvoir former, voire inspirer les nouvelles générations. Alors, lorsqu'on parle également de start-up, nous l'évoquions avec Ali Badini et Rami Zemouchi, il y a la question du financement qui est un peu le nerf de la guerre et le capital risque semble être le moyen le plus efficace pour le financement des start-up. Alors, en langage de chiffres, les levées de fonds réalisées par les start-up actives en Afrique ont atteint un montant total de plus de 144 millions de dollars durant
le mois d'octobre 2023, enregistrant ainsi une hausse de 23,6%. Les financements dettes représentent 42,3% des levées de fonds des startups africaines sur les 11 premiers mois de l'année. Que manque-t-il, selon vous, aux startups africaines pour devenir à ce point attractives aux yeux des investisseurs étrangers? Alors justement, j'avais un panel tout à l'heure entre l'équilibre de l'aide de l'État versus le secteur privé. Et grosso modo, les discussions s'orientaient sur le fait, et là je vais reprendre l'exemple de Founder Family, oui. D'ailleurs qui a été créé ici en Algérie, qui s'est étendu sur le reste du continent, 32 pays, où au final, au départ, on avait commencé par organiser des événements pour former la jeunesse, pour les initier au final, notamment avec un focus sur l'innovation, l'entrepreneuriat et l'employabilité. Rapidement, on a eu des entrepreneurs qui ont créé des sociétés, qui ont commencé à évoluer, à avoir des revenus. Et ensuite, la problématique, on parle du financement, était de dire comment je trouve des sources de financement sur le continent. Alors évidemment, on a différents pays, différents États, différents avancements, mais qui au final regardaient plus vers l'Europe, vers les États-Unis, pour trouver ces financements parce que plus facile et parce que aussi les investisseurs souvent étrangers trouvaient plus simple d'avoir une législation qu'ils connaissaient. Dans la discussion lors du panel qu'on a eu cet après-midi, l'idée était de dire que les différents gouvernements africains ont un rôle à jouer pour pouvoir aider à mettre en place des structures, que ce soit des lois, des taxes, un environnement pour que l'écosystème des startups et des sociétés qui sont déjà en développement puissent se développer, mais aussi de laisser un petit peu d'espace pour que les startups, les entrepreneurs puissent essayer de développer, d'innover, sachant qu'on parle souvent de 2 temps différents. Le temps du gouvernement qui est de mettre en place des infrastructures, etc., sur un temps en général assez long, 5 ans, 10 ans ou autre, et le temps des startups et entreprises qui en général, c'est l'innovation, et encore plus quand on parle de technologie. On parle de ChatGPT, l'intelligence artificielle en ce moment, ça va à une vitesse folle. Et donc, du coup, la difficulté, c'est de marier ces 2 choses-là. Mais néanmoins, il y a un discours qui se fait dans le panel. On a eu un retour d'un ancien expert, de l'année dernière, conseiller spécial du président du Nigeria, qui l'année dernière était présent à la conférence à Alger et qui nous expliquait comment le Startup Act Bill pour le Nigeria avait été mis en place pour pouvoir justement faciliter cette interaction entre l'État et l'environnement entrepreneur. Farid Arab, il existe en Afrique une multitude de fortunes d'entrepreneurs ayant réussi dans les affaires. Pourquoi, selon vous, ces fortunes africaines s'intéressent-elles peu, il faut le constater malheureusement, à l'essor des startups en Afrique et elles misent rarement de l'argent dessus? Pourquoi, à votre avis? Moi, je pense qu'il y a une question culturelle déjà. La startup, c'est immatériel. On n'a pas cette culture de l'immatériel, de mettre de l'argent dans un marché qui va être scalable, où les gens n'ont pas encore aussi les moyens de paiement. Donc les gens sont en train de se dire, je vais mettre de l'argent sur une start-up. La start-up étant censée être scalable, je vais pouvoir avoir un marché. On a un très gros problème en Afrique, je peux dire qui va être difficile à résoudre, c'est qu'on n'a pas la même langue. Les marchés des États-Unis, c'est 400 millions de personnes qui parlent la même langue. En Europe, on a des grosses difficultés aussi. On dirait que l'Europe a le même problème. Sauf qu'ils ont choisi l'anglais. Sauf qu'ils ont ils choisissent l'anglais au fur et à mesure. Donc il y a la moitié du continent parle anglais, l'autre moitié peut-être parle français. Oui, mais même ce qui est aujourd'hui en train d'arriver, c'est que quelle langue va gagner? Je pense que ça va être la langue du business qui va s'imposer. Et après, il y a une question aussi culturelle. J'en parlais avec un ami qui était à San Francisco qui me disait, aux États-Unis, ils ont la même culture du haut vers le sud. Donc quand on a un produit, il est scalé. On sait que c'est du mode Playmobil, il va être adopté par les 400 millions. En Afrique, on parle de 3000 cultures différentes. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des startups. Alors, on les a un peu déjà. C'est la distribution de nourriture, c'est le VTC, c'est des choses communes qu'on va pouvoir essayer finalement d'harmoniser. Et à partir de ce moment-là, quand on va avoir des marchés qui vont être un peu plus gros, là, on va pouvoir, par exemple, on a Yassir en Algérie qui est en train de s'expandre. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un besoin que les Africains ont besoin, qui est donc le transport public de cette personne, et ainsi de suite. Et il est en train de grandir au fur et à mesure. On a peut-être aussi besoin d'exemples, de réussite, de rôle modèle de start-up pour dire aux gens, je suis en train de créer ce qu'on appelle le FOMO, une peur qui est je vais louper une affaire en tant que chef d'entreprise. Et donc au fur et à mesure, plus le temps il avance, vous le dites avec les chiffres, plus il y a de l'investissement. Parce que les gens sont en train de se dire, mais finalement, est-ce que je ne suis pas en train de louper la prochaine vague d'innovation et même d'opportunités commerciales
Là, on voit ChatGPT, tu en parlais, Chris, c'est 200 millions de personnes et qui payent déjà 20 €, donc on a déjà 200 millions de clients. Très bien. Farid Arab, Ali Badini, la success story est-elle le meilleur moyen au final, comme preuve plutôt, plus qu'un moyen, de dire regardez, on peut réussir en Afrique dans le domaine des startups, il ne faudrait pas hésiter à venir y investir car, comme le titre de cette émission le signifie, il s'agit d'un train qui au final n'attendra personne. Oui, j'ai même envie de dire qu'on est certes start-up aujourd'hui et demain on peut être une grande entreprise. Amazon, Facebook étaient des start-up. Aujourd'hui, c'est des mastodontes. Permettez-moi de revenir un peu sur les chiffres parce que ça me parle. 144 millions donc, de dollars levés par les start-up en octobre jusqu'à octobre 2023. Oui. Un rapport d'EY donc, montre que les sommes donc, mobilisées sur les start-up mondiales font état d'à peu près 500 milliards de dollars. Donc, un peu moins, on va dire. Mais c'est énorme. C'est énorme par rapport à la part mobilisée par les start-up en Afrique. Même pas 1%. Même pas 1%. C'est dire qu'il y a vraiment de quoi à faire. Il y a vraiment de quoi à faire. Il y a une marge à combler. Il y a une marge. Et malheureusement, cette marge-là, c'est un écart de 1 à 1 million. Et donc, pour moi, il faut créer un environnement propice au développement des startups. Il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer. On a beau avoir une idée, on a beau avoir une innovation, si on n'évolue pas, si les startups n'évoluent pas dans un environnement propice, à même de leur permettre de capter les ressources qu'il faut, la compétence qu'il faut, la qualification qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, mais ça sera des projets qui vont mourir donc, dans l'œuf. Et donc, pour parler de success story, oui, ça peut être un plus. Mais après, on peut concevoir sur la durée parce qu'on aura acquis un certain nombre de compétences pérennes, parce qu'on se serait frotté avec les meilleurs, parce qu'on participera donc davantage à des sommets, à des conférences comme celle qui nous a réunis depuis maintenant 2 ou 3 jours. Oui. Et pour moi, c'est ça le vrai, on va dire, la vraie aventure, et ça va créer des champions start-upers en puissance sur l'ensemble du continent. Je voulais juste rebondir. Oui, rapidement. Ce qui se passe en Algérie aussi est particulier, c'est que les derniers mois, là, même sur la dernière année, on a eu énormément de nouvelles lois qui vont faciliter aussi, que ce soit le crowdfunding, le freelance, statut d'auto-entrepreneur qui vient d'être créé. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Oui. Et je pense qu'aussi, il y a un message qui est donné. Parce que souvent, on a des vraies problématiques. On se dit à chaque fois en Algérie, ouais, mais il y a une difficulté là, il y a une accélération, même juridique, qui est en train de dire, quelque part, on est avec vous, on est go. Donc, et moi, je vis aujourd'hui. Une forme de prise de conscience, peut-être, de la part des autorités publiques. Je fais partie de la diaspora aujourd'hui, où tout le monde aujourd'hui est mondialisé et regarde où on pourrait lancer la start-up. Moi, par exemple, FootFan, c'est le premier réseau social de fans de foot. Je sais que je dois être dans un pays au départ où il y a énormément de fans de foot. L'Algérie. Vous êtes servi. Voilà, exactement. Donc, ça peut être une base. Je regardais plutôt vers les Émirats et puis en venant ici, j'ai rencontré des acteurs qu'on ne connaissait pas, comme l'Algerian Startup Fund, qui est une organisation qui aide des startups à lever de l'argent. Exactement, on en parlait tantôt. Et on est en train de se dire, mais attention, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une ligne exponentielle et que oui, même si on est à 144 millions, à la différence d'autres pays, je pense que les Africains sont beaucoup plus entrepreneurs dans la culture. En France, j'ai rencontré un Allemand qui m'expliquait que ce qu'il avait vu en Algérie, il avait rencontré pendant l'événement, il m'expliquait qu'il sentait l'entrepreneuriat chez les jeunes, qu'il y en avait de moins en moins en Europe, et qu'il se disait, est-ce que vous, quand vous allez avoir les conditions, vous allez aussi finalement, même dans l'état d'esprit, scaler l'état d'esprit jusqu'à un moment aller partir et lancer ce fameux train qui roule, qu'il ne faut pas louper, quoi. Très bien, merci pour cette précision, Farid Arab. Ramiz Mouchi, des pays africains comme le Kenya, le Rwanda ou encore le Nigeria sont les fers de lance aujourd'hui de la révolution des startups sur le continent africain. Ils se positionnent comme des centres florissants d'innovation ou encore d'entrepreneuriat. Quel est selon vous aujourd'hui le meilleur atout des jeunes porteurs de projets africains? Que peuvent-ils faire valoir de plus que les autres pour entrer dans la compétition?
Alors, beaucoup de choses, hein. Déjà, le fait qu'il y a beaucoup à faire. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels il y a toujours beaucoup de choses à faire, notamment dans la fintech, dans la health tech, dans tout ce qui est logistique, e-commerce, etc. Et plein d'autres domaines aussi, hein, sans parler de la deep tech et du développement de solutions un peu innovantes et très avancées techniquement, hein. On parle de l'intelligence artificielle, etc. Oui. Les jeunes Africains, ils ont déjà cet atout-là, qu'ils ont beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire un marché qui existe sur pratiquement tous les domaines. Le deuxième, c'est qu'il y en a beaucoup. Nous sommes un continent très jeune et on devrait mieux exploiter cela. Surtout que, comme avait dit Farid, la notion d'entrepreneuriat est innée dans la majorité des jeunes gens que je connais en Algérie. On a envie de faire des choses, on a envie de réaliser notre propre projet, on a envie d'être indépendant. On a envie de changer les choses, on a envie d'avoir un impact et je pense que c'est un atout extrêmement important pour tout jeune entrepreneur, hein, car après tout, c'est ça l'entrepreneuriat. Et en troisième lieu aussi, je pense que la possibilité de collaboration qui existe est tellement importante que c'est dommage de ne pas bien l'explorer. C'est-à-dire qu'un jeune Africain qui est là dans son environnement, qui sait que voilà, d'un côté, il a une opportunité, d'un autre côté, il a la compétence, c'est très important hein, de se préparer parce que voilà, si c'est des défis techniques, il faut pouvoir maîtriser le code, etc. Si c'est des défis à caractère commercial, marketing, etc., il faut aussi les maîtriser. Donc déjà, quelqu'un de compétent, de jeune qui a trouvé un marché, il a déjà fait une bonne partie du défi à faire pour se lancer. Après maintenant, la possibilité de collaborer, de bosser ensemble, Oui. d'essayer de trouver plusieurs compétences pour une bonne synergie est un atout très important qui pourrait faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises et plus en plus d'entreprises compétentes qui peuvent réellement, comme on dit en anglais, crack the code. Ça veut dire qu'ils peuvent réaliser Casser le code. voilà, Ouais. casser le code et de faire marcher les choses. Et c'est ce qu'on commence à voir et c'est ce qu'on a vu. Plusieurs grosses startups maintenant qui lèvent des centaines de millions d'euros ont commencé comme ça et ont pu craquer le code. Et les exemples sont assez nombreux, mais surtout dans le monde de la fintech, car le besoin existe énormément. Farid avait parlé un peu du problème de paiement et ces défis-là qui existent, mais qui ont été réalisés, enfin, qui ont été réglés, ou du moins dans le bon chemin, dans plusieurs pays africains, hein, Oui. je pense au Rwanda, à la Tanzanie, etc., qui ont pu adapter cette solution-là technologique à une culture purement africaine. Très bien. Et quand on voit les résultats, on est très très ravis. Très bien, la mise de Moshi. Chris, il en ressort de ces discussions que la motivation, peut-être qu'ont les jeunes start-upers africains, sera demain leur meilleur atout, un joker face aux concurrences venues d'ailleurs peut-être. Un joker, et on parle de demain, j'ai envie de dire depuis aujourd'hui et depuis tout temps. Maintenant, la différence peut-être, c'est que Internet, les mobiles, ça a été une révolution que l'Afrique a su saisir, forcée peut-être, mais a su saisir. J'expliquais tout à l'heure qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle et qu'on a des Africains qui sont au final partout dans le monde à des postes d'expertise. Pour revenir sur le continent africain, ce qu'on observe aussi, c'est que les différents pays, les différentes régions, c'est un marché important. On parle de l'Europe, on parlait tout à l'heure des États-Unis. Et là, il y a quelque chose à prendre qui est le fait de pouvoir au final échanger en interne dans les différentes régions au niveau du continent pour pouvoir, d'un point de vue entrepreneur, souvent la problématique c'est de dire j'ai un problème, je trouve une solution et ensuite après je trouve des clients à qui vendre la solution qui sont intéressés, le fameux Customer Market Fit. Exactement. Et là le fait d'avoir une zone d'échange assez importante qui est en cours de développement, etc., permet au final d'avoir des perspectives de développement d'autant plus importantes. Et les jeunes, là-dessus, comme l'indiquait tout à l'heure Ali, sont créateurs, sont créatifs. Au niveau du continent africain, c'est quelque chose où on n'a pas à rougir, on sait que c'est le cas, et trouveront des solutions pour déjà créer ces solutions, et ensuite après les exporter, se connecter avec d'autres écosystèmes, et ainsi de suite. Très rapidement, parce que le temps nous est déjà compté, Ali Badini, le continent africain, il s'est doté d'une zone de libre-échange récemment. Comment ce nouvel outil d'inclusion, d'intégration économique peut-il aujourd'hui aider les startups africaines à mieux collaborer entre elles et pourquoi pas s'exporter ou exporter leurs services et produits à travers tout le continent? Alors, cette question me fait sourire parce qu'il y a une vingtaine d'années, donc dans les années 2000, je foulais
les pieds pour la première fois en Algérie pour mes études. Donc à Tizi Ouzou, en faculté de sciences et économie. En Kabylie, le professeur Brahim Gendouzi, que je salue. Qui est l'invité du plateau des pros de l'écho très souvent avec nous. Quelle bonne surprise. Mais ça me ravit. On salue le professeur Gendouzi à travers vous. Ça me ravit. Alors, il faisait la promotion à l'époque déjà, il y a une vingtaine d'années, de tout ce qui est relations sud-sud, parce qu'il trouvait inconcevable justement qu'on soit à des niveaux marginaux. La zone ZLECAf vient casser ces barrières douanières et offre un marché de 1,3 milliard. C'est important de dollars, c'est important. Et ça va permettre à l'Algérie, qui représente, on va dire, qui fait 4% de ces volumes-là, de progresser rapidement en moins d'une dizaine d'années, aller vers un volume de 15% sur ce volume total. Donc pour moi, la ZLECAf, c'est une opportunité pour l'ensemble du continent, pour les pays, à commercer entre eux, à augmenter le volume de transactions, à permettre aux startups d'élargir leur marché, d'avoir accès au marché et de pouvoir conquérir, on va dire, de nouvelles opportunités. Donc la ZLECAf, c'est quelque chose qui est à saluer et c'est une dynamique qui va entraîner l'ensemble des pays à accélérer leurs échanges sud-sud. Farid, très rapidement, 30 secondes, le mot de la fin. Je dirais à l'an prochain, en espérant que cet événement nous fasse grandir au fur et à mesure. L'an dernier, il y avait 300 personnes. Cette année, on est à 3500. J'espère qu'on sera encore plus l'année prochaine et qu'on aura peut-être le début de start-up qui auront au fur et à mesure levé de l'argent et qui nous permettront peut-être d'accéder un jour à une licorne. En deux mots, Chris. Sans oublier toutes les délégations qui viennent de toute l'Afrique justement pour pouvoir échanger et faire évoluer le continent. Très bien. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. Ali Badini, directeur général de Credit Access, Farid Arab, entrepreneur et fondateur de Food Funds, Chris Kwasi-Coxon, membre du board de Founder Family. Nous avions également avec nous depuis Paris Rami Zemouchi, fondateur de Aldigit et consultant en innovation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À la semaine prochaine pour les pros de l'écho. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.